N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez notre contenu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. C'est parti. Alors, bonsoir à tout le monde. Je suis le docteur Ngama Michel, résidente en pédiatrie à l'Université de Yaoundé 1, faculté de médecine. Donc, ce soir, je vais vous présenter un petit cours sur les fièvres éruptives de l'enfant. Alors, nous allons d'abord rappeler les différentes plateformes disponibles où vous pouvez révisionner les présentations Medical Mind. À la fin de cette leçon, l'apprenant devrait être capable de définir ce que c'est qu'une fièvre éruptive, de mener une enquête étiologique devant un patient amenant en consultation pour éruption cutanée et fièvre, d'énumérer 5 causes de fièvre éruptive et d'énoncer les principes de prise en charge. Diapo. Pour ce faire, nous allons suivre le plan ci-après. Après une brève introduction, nous allons aborder les généralités. Ensuite, nous allons voir l'orientation diagnostique devant un patient qui vient pour fièvre et éruption cutanée. Et nous allons voir les principales étiologies ensuite avec les caractéristiques sémiologiques des étiologies les plus fréquentes. Nous allons aborder les principes de traitement et nous allons conclure. Diapositive. En introduction, les fièvres éruptives sont un motif fréquent de consultation en pédiatrie. Les agents infectieux les plus souvent retrouvés sont les agents viraux ou bactériens, dont elles constituent la primo-infection. Cependant, elles peuvent être la manifestation première d'une affection potentiellement sévère et le diagnostic révèle essentiellement une analyse sémiologique soigneuse. En définition, une fièvre éruptive, c'est un terme désignant les maladies infectieuses, contagieuses et épidémiques caractérisées par des éruptions cutanées et une évolution cyclique. Ce sont pour la plupart des maladies contagieuses, voire épidémiques. Elles se manifestent toutes principalement par une éruption fébrile dont la morphologie et l'association des symptômes annexes permettent en général facilement de faire le diagnostic seulement grâce à l'examen clinique. Nous allons définir quelques autres termes qui seront utilisés au cours du cours. L'incubation, c'est la période entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes de la maladie fébrile. L'invasion, c'est la période correspondant à l'apparition des premiers symptômes de la maladie. La période d'état, c'est la période d'apparition des symptômes et des signes cliniques spécifiques de la maladie. Et c'est la partie, en particulier, c'est la période où se produit l'éruption cutanée pour ce qui est des maladies éruptives. Toujours dans les généralités, en rappel, nous avons là une coupe de la peau composée de trois couches de tissu. L'épiderme, le derme et l'hypoderme, et des annexes, des poils, les glandes sudoripares, les glandes sébacées, et puis des vaisseaux qui l'irriguent. Nous allons rappeler les lésions élémentaires. Vu qu'on est dans une présentation de dermatologie, entre guillemets, il est important de connaître les lésions élémentaires en dermatologie. La macule, c'est une lésion plane, non palpable, de moins d'1 centimètre de diamètre. Donc, c'est comme une tache. On distingue les macules érythémateuses. Elles sont rouges, elles s'effacent à la vitropression. Le purpura, les macules purpuriques, qui sont les macules rouges, ne s'effaçant pas à la vitropression, car elles correspondent à l'extravasation et l'infiltration des globules rouges dans le derme, alors que l'érythème, c'est juste une vasodilatation des vaisseaux du derme. C'est pour ça que la pression sur la peau chasse le sang. On distingue également les macules dyschromiques avec des hyper- ou des hypopigmentations. Dans le cas des maladies, des fièvres éruptives, c'est surtout les érythèmes et un peu les purpuras qu'on retrouvera beaucoup plus. Diapositive. La papule, c'est une lésion surélevée, palpable, à contenu solide, circonscrite et de taille de moins d'1 centimètre. La plaque, c'est une papule de taille de plus d'1 centimètre, donc c'est une grosse papule. Le nodule, c'est une lésion surélevée à contenu solide également et de grande taille, plus de 2 centimètres. Donc là, ce sont les lésions à contenu solide, les papules, les plaques et les nodules. Dans le cadre des maladies éruptives, c'est beaucoup plus les papules et les plaques qu'on retrouvera. La vésicule, quant à elle, c'est une lésion surélevée palpable à contenu solide, circonscrite, à contenu liquide, clair, translucide, de petite taille, de moins de 1 centimètre de diamètre également. La bulle, c'est une lésion palpable, de grande taille, de plus de 5 cm, à contenu liquide, clair, jaunâtre ou hémorragique.
Les pustules, quant à elles, sont des lésions en relief de taille variable, à contenu liquide, louche ou purulent. Donc là, nous sommes dans les lésions élémentaires à contenu liquide. Nous avons les vésicules, contenu clair, translucide, les bulles qui sont de grosses vésicules et les pustules qui sont des lésions à contenu liquide purulent. L'exanthème, c'est une éruption cutanée érythémateuse s'intégrant dans le cadre d'une fièvre éruptive. Donc, l'exanthème, c'est un autre terme désignant en fait une éruption cutanée. Tandis que l'énanthème, c'est une éruption atteignant les muqueuses. On parle d'un énanthème buccal, un énanthème des muqueuses des organes génitaux externes, énanthème conjonctival. Et dans le cas des exanthèmes, dans la sémiologie des maladies éruptives, on distingue 3 types d'exanthèmes qu'il faut connaître. L'exanthème morbilliforme, ce sont des lésions érythémateuses séparées par des intervalles de peau saine. Morbilliformes car elles tiennent leur nom de la rougeole. Nous allons voir les images après. L'exanthème scarlatiniforme, c'est une éruption sans intervalle de peau saine. Donc, éruption érythémateuse, parfois érythémato-papuleuse, sans éruption de peau saine. Par exemple, ça tient son nom de la scarlatine, parce que dans la scarlatine, on a une éruption scarlatiniforme. Et puis, on a les exanthèmes roséoliformes, qui sont des éruptions maculeuses, rosées, avec de larges intervalles de peau saine. Pendant que dans les exanthèmes morbilliformes, on a de petits intervalles de peau saine, ce qui fait la différence entre les exanthèmes morbilliformes et roséoliformes. Donc là, on a l'exanthème dans la rougeole, un exanthème morbilliforme avec ces éruptions, cet érythème avec intervalles de peau saine. Là, on peut quand même voir des intervalles de peau saine qui sont plus réduits. On verra plus tard l'exanthème dans la roséole, l'exanthème roséoliforme, où on aura des intervalles de peau saine, mais de plus larges intervalles de peau saine. Et puis à côté, on a dans la scarlatine, comme dans la scarlatine, une éruption cutanée, un érythème sans intervalle de peau saine. Alors, devant un patient amenant en consultation pour éruption cutanée et fièvre, comment s'y prendre? Il faut faire une triple enquête anamnestique, clinique et pas trop paraclinique quand même, surtout anamnestique et clinique. Quelle que soit l'éruption, l'analyse clinique comporte donc 3 phases susceptibles, l'interrogatoire, l'analyse sémiologique de l'éruption et l'examen général de l'enfant. À l'anamnèse, on s'enquérera de l'âge de l'enfant qui est important, le statut vaccinal, le contexte épidémiologique, est-ce qu'il y a un contagion, il y a d'autres enfants ou parents souvent dans l'entourage qui ont la même éruption cutanée, quelles sont les conditions de vie, est-ce qu'il y a la promiscuité, est-ce qu'il y a une notion de prise de médicaments récente ou un antécédent de fièvre éruptive antérieure, est-ce qu'il a déjà eu la même éruption cutanée auparavant, et surtout quelle est l'évolution de l'éruption, le mode d'installation, l'extension et la régression. Est-ce que l'éruption cutanée a par exemple commencé sur le visage avant d'aller vers le tronc et les membres? Est-ce qu'il y a une fièvre avant l'éruption cutanée ou alors l'éruption cutanée est apparue après la fièvre? Donc, c'est cette question-là qu'il faut préciser. L'évolution de l'éruption cutanée, c'est très important. Et puis, on va caractériser les signes associés. La fièvre est à caractériser, préciser son caractère aigu ou prolongé, son intensité, parce qu'on va voir qu'il y a des éruptions, des fièvres éruptives qui font de grosses fièvres et d'autres qui font des fièvres à 38, de moins grosses fièvres. La modalité d'installation de la fièvre, son rapport chronologique avec l'éruption, comme je disais, est-ce qu'on a une fièvre avant l'éruption ou alors l'éruption est venue concomitamment avec la fièvre ou la fièvre est apparue plus tard? Est-ce qu'il y a d'autres signes évocateurs d'une infection respiratoire digestive? Donc, on recherchera est-ce qu'il y a une odynophagie? Est-ce que les yeux coulent? Est-ce que l'enfant tousse? Est-ce qu'il a la diarrhée? Est-ce que ça démange? Est-ce qu'on a un prurite? Donc, c'est la question qu'on recherchera. Donc, il faut faire une anamnèse policière. À l'examen physique, on fera essentiellement, donc l'examen physique sera l'examen de l'enfant qu'on connaît, examen général de l'enfant, mais dans le cadre de la fièvre éruptive, on fera particulièrement une analyse sémiologique de l'éruption cutanée. Quelle est la lésion élémentaire? Lésions élémentaires, rappelons que la lésion élémentaire, c'est les lésions primaires non modifiées, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas modifiés par le grattage ou par la surinfection. Il faut vraiment regarder quelle est la lésion élémentaire préalable. Est-ce que c'était une papule, une macule, un érythème? Est-ce que c'est un purpura? Donc, il faut préciser la lésion élémentaire.
Son type, si on est dans le cadre d'un exanthème, est-ce que c'est un exanthème morbilliforme, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des petits intervalles de peau saine, ou alors c'est un exanthème scarlatiniforme ou roseriforme? Préciser la topographie quand on reçoit le malade. Après, ça va préciser l'évolution. Quand on voit le malade, souvent on ne les voit pas dès le premier jour de l'éruption. Préciser à quel niveau se trouve l'éruption cutanée et son extension. Est-ce que c'est une éruption cutanée localisée ou une éruption cutanée diffuse à tout le corps? Et à l'examen général, on évaluera l'état général. On va rechercher est-ce qu'il y a un énanthème buccal associé ou conjonctival. Est-ce qu'il y a une angine associée? L'examen de la gorge est capital dans le cadre d'une fièvre éruptive, ainsi que l'examen des aires ganglionnaires. Est-ce qu'on va rechercher les adénopathies périphériques? On va rechercher d'autres signes tels que un syndrome grippal, des signes digestifs, des signes neurologiques, notamment surtout méningés, ou alors des signes locomoteurs comme une arthrite. Donc, après cet examen général, après l'anamnèse, si on fait une bonne anamnèse et un bon examen physique, on pourrait avoir le diagnostic sans besoin d'examen paraclinique parce que nous le verrons après, la plupart des étiologies des fièvres éruptives sont virales. Donc, en général, on n'aura pas besoin d'examen complémentaire. Le secret réside dans une bonne anamnèse et un bon examen clinique avec une bonne sémiologie de l'éruption cutanée. Donc, les examens paracliniques ne sont pas systématiques. Une anamnèse et un examen clinique minutieux suffisent en général pour poser le diagnostic étiologique. Mais en cas de doute, on peut faire des examens complémentaires qui seront guidés par les étiologies suspectées que nous verrons par la suite. Donc, en ce qui concerne les étiologies, nous avons regroupé dans ce tableau les étiologies. C'est une liste non exhaustive d'étiologies d'éruption cutanée parce que les fièvres éruptives, c'est un gros chapitre. Beaucoup de choses peuvent donner les fièvres éruptives. Chez l'enfant, on a regroupé les étiologies qui sont le plus souvent rencontrées. Donc, on a les causes virales, les causes peuvent être bactériennes, les causes peuvent être médicamenteuses, inflammatoires ou alors dans le cadre de maladies des systèmes. En ce qui concerne les causes virales qui sont les plus fréquentes, la rougeole, la roséole, la rubéole, la varicelle, le mégalérythème épidémique, les fièvres éruptives dues aux entérovirus, aux adénovirus, à l'Epstein-Barr virus, sont ceux qui sont le plus retrouvés parmi les causes virales. Parmi les causes bactériennes peuvent donner une fièvre éruptive, la scarlatine, les syndromes scarlatiniformes, staphylococciques et streptococciques, dont les éruptions cutanées dues à des infections à staphylocoque ou à streptocoque. Et puis le purpura fulminans. Les causes médicamenteuses, on peut avoir une fièvre éruptive dans le cadre d'une toxidémie et dans sa forme la plus grave, un syndrome de Stevens-Johnson ou de Lyell. Les causes inflammatoires à l'origine d'une fièvre éruptive sont la cause la plus retrouvée chez l'enfant, c'est la maladie de Kawasaki, que nous verrons plus tard. Et puis, les maladies des systèmes peuvent parfois donner des fièvres éruptives, mais qui ne seront pas au premier plan. Les autres symptômes seront au premier plan à rechercher. C'est pour ça qu'il faut rechercher des arthrites, par exemple, et l'évolution de la maladie. On a le lupus érythémateux disséminé et la maladie de Still qui sont au premier plan. Donc, ce tableau regroupe les causes en général. Mais devant une éruption cutanée fébrile, il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'elle est localisée ou alors est-ce qu'elle est diffuse? Parce que si c'est une éruption localisée, c'est-à-dire c'est juste une éruption sur le bras ou sur un côté du thorax, ou c'est une éruption juste sur la jambe, là, c'est une éruption localisée. Là, il faut penser à des dermos hypodermiques bactériennes ou inflammatoires, notamment les ricipelles, les cellulites ou inflammatoires comme dans le rhumatisme articulaire aigu où on a des érythèmes. Et puis, il faut également penser à une piqûre d'insecte qui est souvent la cause la plus fréquemment retrouvée en pratique générale dans les consultations des éruptions cutanées localisées. Il y a également ce qu'on appelle les exanthèmes unilatérales thoraciques, qui est une pathologie bénigne du nourrisson caractérisée par un érythème maculopapuleux juste à une région, un hémithorax, et qui évolue, qui regresse souvent favorablement en quelques jours. Dans le cadre des éruptions cutanées fébriles diffuses,
il faut se poser la question pour pouvoir retrouver l'étiologie. Est-ce que c'est une éruption morbilliforme, scarlatiniforme ou vésiculobuleuse? Donc, dans les étiologies d'éruption fébrile diffuse à tout le corps, on se demande est-ce que c'est une éruption, un exanthème morbilliforme, scarlatiniforme ou vésiculobuleuse. Dans les causes des étiologies morbilliformes, on pourra classer donc les étiologies virales avec la rougeole, rubéole, celle que j'ai citée précédemment. Les étiologies, les infections bactériennes, les infections parasitaires, rares, mais ça fait partie des étiologies, y penser quand même. Et puis, les maladies inflammatoires telles que la maladie de Kawasaki peut donner un exanthème morbilliforme. Les exanthèmes scarlatiniformes, en premier plan, on a la scarlatine, et puis les infections, les éruptions liées aux infections à staphylocoque et streptocoque, qui dans les formes sévères peuvent donner des tableaux de choc toxiques. La maladie de Kawasaki également, parce qu'il faut savoir que certaines de ces pathologies peuvent associer plusieurs types d'exanthèmes. Et dans les exanthèmes, les éruptions vésiculobuleuses, ce sont les infections virales au premier plan, notamment varicelle zona, les entérovirus, notamment le virus à Coxsackie, responsable du syndrome pied-main, l'impétigo, les infections, les toxidémies infectieuses, surtout syndrome de Lyme et Stevens-Johnson, peuvent également donner des éruptions vésiculobuleuses. Donc, pour aboutir à ces étiologies, il faut juste bien examiner le malade. Donc, nous verrons après quels sont quand même les éléments clés de diagnostic des causes des maladies éruptives les plus fréquentes de l'enfant. Donc, nous étudierons d'abord certaines maladies éruptives classiques de l'enfant avec le caractère sémiologique bien défini. Puis, nous décrirons d'autres causes de fièvre éruptive non pas moins fréquentes. Donc, la rougeole, l'agent infectieux, c'est le paramyxovirus. Elle atteint l'enfant, le nourrisson et l'enfant âgé entre 8 et 5 ans. La lésion élémentaire en cas de rougeole est une éruption maculo-papuleuse confluente en placard, donc une éruption morbilliforme en fait. La topographie, l'éruption commence au visage, c'est une éruption qui commence sur le visage, derrière les oreilles, puis descend vers le tronc et les membres. Et elle est associée à un énanthème avec le signe de Koplik, qui sont des taches blanches sur les faces internes des joues qui sont retrouvées au stade précoce de la maladie. La phase d'incubation dure 10 à 15 jours, dans la phase entre la contamination et le début des symptômes. Les prodromes, dont avant l'éruption cutanée, on a généralement une fièvre quand même élevée, un catarrhe et une conjonctivite, dont un catarrhe oculo-nasal exsudatif, donc avec écoulement. Les signes associés, on peut avoir des convulsions, soit qui peuvent être dues à la fièvre ou à une complication. Complications qui peuvent être pneumonie, atteinte neurologique, kératite. Et les examens de laboratoire en cas de rougeole ne sont pas nécessaires parce que le diagnostic clinique est plutôt évident. Il existe un vaccin. La rubéole, c'est une infection virale due au virus de la rubéole ou togavirus, atteignant l'enfant en général âgé entre 2 et 10 ans. La lésion élémentaire, c'est une éruption cutanée morbilliforme débutant sur le visage avec des adénopathies et puis elle s'étend vers le reste du corps, le tronc et les membres. Elle est associée à une fièvre, parfois un catarrhe, mais rarement, et des adénopathies, comme j'ai dit, cervicales postérieures sont fréquemment retrouvées. La durée d'évolution, 6 à 10 jours, l'évolution régresse. Et également ici, c'est une infection virale. Les examens de laboratoire en général ne sont pas nécessaires et il existe un vaccin. L'exanthème subite, c'est une infection virale liée à la primo-infection à herpès, Human herpes virus 6, atteignant l'enfant entre 6 mois et 2 ans. C'est une éruption cutanée maculo-papuleuse rose pâle. Donc, en fait, l'exanthème subite, c'est l'autre nom de la roséole. Donc, c'est une infection, c'est une éruption cutanée roséoliforme qu'on aura, atteignant initialement
le visage, puis le tronc, atteignant le tronc et les racines des membres initialement, épargnant le visage. Il n'y a pas d'énanthème, donc pas d'atteinte des muqueuses. C'est une fièvre brutale, débutant, dont l'infection, l'exanthème subi commence par une fièvre et puis on a une régression de la fièvre avant l'éruption cutanée, c'est sa particularité. On peut avoir des signes respiratoires associés. Et là également, pas besoin d'examen complémentaire. Si on en fait, on parvient à l'annulation leuconeutropénie. La varicelle, c'est une infection virale au virus de la varicelle du zona, atteignant l'enfant d'âge scolaire, caractérisé initialement par des macules puis papules. Et puis, souvent, quand on voit l'enfant, c'est au stade de vésicule, d'évolution et de stades divers, donc d'âges différents, vésicules ombiliquées d'âges différents. Éruption cutanée débutant au niveau de la face, puis extension centrifuge descendante à tout le corps. Parfois, on peut avoir des ulcérations. Elle est associée à une fièvre et un prurite fréquent. Les complications peuvent être une surinfection qui est souvent fréquente, une encéphalite, et puis pas besoin d'examen complémentaire, le diagnostic est souvent évident. Et il existe un vaccin. Le mégaérythème épidémique, c'est une infection liée au parvovirus B19, atteignant l'enfant d'âge scolaire également et l'adolescent, avec comme lésion élémentaire un rash maculopapuleux anguillante avec un visage, une face souffletée qui fait sa caractéristique sémiologique. Donc, l'éruption atteint le visage puis les membres associés à un prurite. Elle est souvent responsable d'érythroblastopénie, donc souvent c'est des patients qu'on reçoit en aplasie médulaire et quand on prend l'histoire de la maladie, on se rend compte qu'il avait une éruption cutanée au préalable. Donc, aplasie médulaire avec éruption cutanée au préalable, pensez au parvovirus B19. La scarlatine, qui fait partie également des maladies éruptives de l'enfant à connaître, c'est une éruption cutanée d'une maladie liée au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, atteignant l'enfant entre 5 et 10 ans, caractérisée par des macules sans intervalle de pro-syndrome, une éruption scarlatiniforme débutant au tronc, puis membre. Et la particularité ici, c'est qu'on aura l'éruption sera marquée au niveau des plis de flexion. Donc, examiner également les plis du coude et de l'aine. Il existe un exanthème, notamment un lambeau framboisé, glossite. Et puis, une angine est très fréquente parce que c'est une infection à streptocoque A qui associe angine et éruption cutanée. C'est pourquoi je disais, il faut toujours examiner la gorge de un patient qui vient pour fièvre et éruption cutanée. Les complications sont celles liées au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Donc, un syndrome post-streptococcique, une lésion rénale aiguë, un rhumatisme articulaire aigu. Et ici, si possible, il faut faire, quand on a une angine plus éruption cutanée, c'est vrai, ça fait penser à streptocoque du groupe A, mais c'est possible faire un test diagnostique rapide du streptocoque du groupe A si disponible. La maladie de Kawasaki, c'est une maladie inflammatoire, une vascularite aiguë systémique d'étiologie inconnue, dont la gravité est liée aux complications cardiaques parce qu'elle est l'apanage des anévrismes coronariens. Elle a des critères diagnostiques. Elle se manifeste par une fièvre prolongée et un énanthème avec une éruption des troncs et des membres, éruption morbidiforme puis scarlatiniforme, donc ça peut faire les deux. Donc là, ce sont les maladies éruptives classiques avec des caractères sémiologiques bien définis que nous venons de voir là. Et diapo. Nous donnerons maintenant les éléments clés de chaque diagnostic. Donc, comment faire pour être quand même sûr à 80% que voilà, c'est une rougeole avec quelques photos. Donc, devant une éruption, dans la rougeole, on a une notion de comptage. Donc, demandez toujours, bon, c'est vrai que la notion de comptage n'est toujours pas retrouvée, surtout si c'est un enfant qui va déjà à l'école, par exemple, qui ne reste pas à la maison. On peut ne pas retrouver la notion de comptage. Mais souvent, dans les cas d'épidémie, si on est dans un contexte épidémique, et que j'ai un enfant qui n'a pas d'antécédent de rougeole ou de vaccination contre la rougeole parce que c'est une maladie immunisante.
C'est une éruption cutanée avec une évolution typique. On a une phase d'invasion de 3 à 4 jours avec un catarrhe généralisé, fièvre. Là, en bas, on a la photo en bas, on peut apercevoir le catarrhe. Tu vois, l'enfant ferme les yeux, mais on peut apercevoir un œdème des paupières. Donc là, il a un catarrhe. Et à la phase aiguë, justement, pendant la phase d'invasion, si on voit le patient tôt, on aura le signe de Koplik, l'image au milieu, le signe de Koplik, qui sont des taches blanchâtres au niveau du fond des joues. Et à la phase d'état, on aura sur l'image en haut une éruption morbilliforme. Elle débute sur le visage en général et elle évolue de façon descendante sur le tronc et les membres. Donc voilà, c'est cet érythème avec intervalle de peau saine sur cet enfant couché. C'est une maladie contagieuse et la contagiosité va de 3 à 5 jours avant jusqu'à 5 jours après l'éruption cutanée. Donc, devant un patient qui a la rougeole, il faut faire une éviction scolaire, voire isolement. 3 jours avant, on ne peut pas savoir, mais jusqu'à 5 jours après l'éruption cutanée, le patient est contagieux. Ça, c'est pour la rougeole. Les éléments diagnostiques clés de la rubéole sont une notion de comptage. Donc, un enfant qui a une éruption cutanée similaire avant le début des symptômes de notre patient, pas d'antécédent de rubéole ou de vaccination. C'est vrai que la rubéole, c'est souvent une maladie généralement fusque sur le plan clinique. En général, on fait la rougeole. L'éruption cutanée n'est pas souvent au premier plan de la rougeole. Donc, ce qui fait que plusieurs personnes ont fait la rougeole sans savoir, la rubéole, pardon, sans savoir qu'ils l'ont déjà faite. Qu'à cela ne tienne, c'est une maladie qui débute par une fièvre modérée avec conjonctivite et malaise général. Donc, on a quand même un état général altéré. L'éruption débute au visage, puis elle évolue en une seule poussée, c'est-à-dire il n'y a pas de lésions d'âge différents, c'est généralisé en 24 et elle respecte les extrémités. Donc, devant une rubéole, ce sera un patient qui viendra avec une éruption sur le visage, surtout comme nous voyons sur le bébé plus haut, et puis qui se dissémine sur le tronc. Au niveau des mains et des pieds, dont les extrémités des membres sont souvent épargnées. Et signe important dans la rubéole sont les adénopathies qu'on retrouve en occipital et cervical. Elles sont fréquentes. Donc, rubéole, éruption cutanée, morbilliforme, parce que là, on voit bien les intervalles de peau saine sur cet enfant. Éruption cutanée morbilliforme, adénopathie et éruption qui débute au visage et respecte les extrémités. La rubéole, c'est une maladie contagieuse et immunisante. La contagiosité va une semaine avant et une semaine après l'éruption cutanée. Maladie virale liée au virus de la rubéole. L'exanthème subite, c'est la roséole en d'autres termes. Donc, elle se caractérise chez un enfant âgé entre 6 mois et 18 mois par une éruption cutanée qui survient après une fièvre. Donc, c'est un patient peut-être que vous verrez pour fièvre élevée, 39-40 degrés, qui sont plutôt bien tolérés. Et si vous les voyez avant la phase éruptive, vous avez fait des examens parce que vous cherchez d'autres foyers infectieux, cliniques ou pas cliniques, vous n'avez pas trouvé grand-chose. Et puis, 3 à 4 jours plus tard, on aura une apyrexie et l'apparition de l'éruption cutanée. Donc, la particularité de la roséole, c'est vraiment cette fièvre qui précède l'éruption cutanée. Donc, au moment où le patient présente une éruption cutanée, il n'est plus fébrile. Fièvre avant éruption cutanée et éruption cutanée roséoliforme. Vous voyez sur la photo d'en bas, on a de plus larges intervalles de peau saine que dans la rougeole avec l'éruption morbilliforme. Donc, c'est une éruption qui disparaît assez rapidement en 24-48 heures, signant la guérison. La contagiosité va du début de la fièvre jusqu'à la fin de l'éruption cutanée. Donc, la roséole, c'est une infection virale liée à la primo-infection à Human herpes virus, comme on l'a vu dans le tableau précédent. Fièvre, apyrexie, éruption cutanée roséoliforme sont ses caractéristiques. Et puis, le mégalérythème épidermique diapo, c'est un enfant d'âge scolaire, un peu moins souvent. On a une notion d'épidémie familiale ou scolaire.
c'est dû à une infection. On a dit le mégalérythème épidermique était dû à une infection au parvovirus, infection virale toujours. Vous voyez, les infections virales sont vraiment au premier plan. Infection virale liée au parvovirus B19. Elle se caractérise, l'érythème est particulier dans le mégalérythème. C'est un enfant que vous verrez avec un érythème bilatéral des joues, avec aspect joues souffletées ou joues giflées, comme si on avait giflé sur les deux joues, comme vous voyez sur la photo là. Donc, l'érythème débute au visage et puis il disparaît au visage progressivement pour s'étendre sur le reste du corps. Éruption maculo-papuleuse prurigineuse atteignant les membres et s'étendant progressivement, atteignant le tronc et puis s'étend vers les membres. Donc, la particularité du mégalérythème épidermique, c'est que c'est un enfant que vous verrez avec un visage, des joues, vraiment comme si on lui avait donné deux claques. Et puis, cette éruption peut revenir. L'éruption, le mégalérythème épidermique peut surgir par crise. Donc, c'est un enfant qu'on peut voir et puis la maman dit, il y a un mois, il avait eu la même éruption cutanée parce que le parvovirus B19, c'est un virus qui s'élimine assez lentement de la circulation. Donc, on peut avoir une résurgence de l'éruption durant plusieurs semaines, soit au soleil, soit à l'effort, soit à la chaleur. Donc, particularité du mégalérythème, c'est visage, joues souffletées et éruption cutanée recrudescente. Et si possible, si on retrouve une notion de contage, parce que c'est une maladie contagieuse. Le mégalérythème épidermique, c'est ce qu'on appelle également la 5e maladie. La scarlatine, c'est une maladie justement qui se manifeste par une éruption cutanée scarlatiniforme, donc sans réel intervalle de peau saine, avec une phase prodromique caractérisée par une fièvre très élevée, 39 degrés. C'est l'étiologie de maladie éruptive de l'enfant bactérienne la plus fréquente. Donc, elle est causée, comme on l'a vu plus haut, par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Et sa caractéristique, c'est vraiment l'angine à laquelle elle est associée. Donc, on aura une angine érythémateuse ou érythématoputacée douloureuse avec une langue saburale, comme on le voit en bas, et framboisée, c'est-à-dire avec des petits aspects comme de la framboise, comme la fraise, la peau de la fraise, avec des adénopathies cervicales. Et c'est un patient qui aura plutôt un état général altéré. À la phase de temps, on aura donc cet érythème en placard diffus extensif sans intervalle de peau saine qui est maximal sur le tronc et sur les plis de flexion. Particularité de la scarlatine, c'est la teinte des plis. Donc, si vous avez une infection, en cas d'éruption cutanée, il faut également examiner les plis. Scarlatine, fièvre élevée, angine, éruption cutanée scarlatiniforme avec atteinte particulière des plis. Elle épargne les paumes et les plantes des pieds et elle est associée à la langue framboisée, donc une langue rouge, un énanthème. Elle évolue après, si on voit le malade tardivement, on va le voir vers la phase desquamative cutanée. C'est une infection contagieuse. La contagiosité va de quelques jours avant les symptômes jusqu'à 2 jours après le début du traitement. Donc, si le patient est traité, dès le début du traitement, le patient n'est pas contagieux 2 à 3 jours plus tard. Mais si pas de traitement, le patient reste contagieux durant 3 semaines. Donc, pour ce résumé, scarlatine, streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, angine, éruption érythémateuse extensive avec atteinte particulière des plis et l'angle framboisé. La varicelle, qui est la maladie typique de la fièvre type typique chez l'enfant en période d'épidémie, comme actuellement on a une épidémie de varicelle. C'est un enfant chez qui à l'anamnèse, on n'aura pas d'antécédent de varicelle parce que c'est une maladie immunisante qu'on n'attrape qu'une fois. Donc, l'enfant dira non, il n'a jamais fait de varicelle. Et la lésion élémentaire, ce sont initialement des macules érythémateuses. Et puis, 2 jours plus tard, on a des vésicules molles, initialement claires, on peut le voir en bas, puis troubles avec ombilication centrale. On a une lésion cutanée là en bas qui montre bien l'ombilication centrale. Puis, parfois, on peut être troublé
par l'éruption. Mais il faut bien examiner l'éruption cutanée. Si vous voyez des lésions cutanées ombiliquées comme ça, vésiculo-papuleuses, c'est la varicelle c'est la varicelle. Il y a de grandes chances que ce soit la varicelle. C'est une éruption prurigineuse en général. Les lésions sont reparties sur l'ensemble du corps, y compris le scalp. Elle n'épargne aucune partie du corps. On retrouvera les lésions sur le scalp, sur la plante des pieds, sur la paume des mains, sur tout le corps. Elle évolue en 2 ou 3 poussées, ce qui fait qu'on aura des lésions d'âge différents. Sur certaines parties du corps, on aura des lésions encore érythémateuses. Sur d'autres, on aura des croûtes. Sur une autre partie du corps, on aura des pleines vésicules en train de confluer. Et sur d'autres, on aura des lésions ombiliquées, donc lésions d'âge différents. Et cette éruption cutanée peut durer environ 1 semaine. Et c'est une maladie contagieuse. La contagiosité va de 2 jours avant jusqu'à la fin de l'éruption. Donc, souvent, on peut recevoir un patient qui affirme que non, il n'y a pas de notion de contage, il n'y a personne d'autre qui a la varicelle dans l'entourage, mais peut-être qu'il a reçu la visite de quelqu'un qui était en phase pré-éruptive et donc contagieux, parce que la contagiosité va de 2 jours avant jusqu'à la fin de l'éruption. Le patient n'est plus contagieux quand toutes les lésions sont déjà sous forme de croûte. Donc, particularité de la varicelle, éruption virale, pas de un enfant n'ayant jamais eu la varicelle, vésiculeuse d'âge différent avec certaines lésions présentant une ombilication centrale prurigineuse. La maladie de Kawasaki, c'est une vascularite aiguë, plus ou moins rare. On la voit quand même dans les services. Survenant chez l'enfant âgé de moins de 5 ans. Elle a des caractères, il faut y penser devant un enfant qui présente une fièvre prolongée, ne répondant à rien, et élevée, aucun antibiotique, anti tout ce qu'on veut, la fièvre persiste et plus de 5 jours, donc fièvre prolongée, conjonctivite bilatérale non exudative, c'est-à-dire il n'y aura pas de catarrhe comme dans la rougeole. Donc, devant une conjonctivite et fièvre éruptive, il faut se demander est-ce que c'est une conjonctivite exudative ou non exudative. Dans la maladie de Kawasaki, on aura, comme sur la photo de cet enfant, une conjonctivite non exudative. Donc, associée à un énanthème buccal, chéléite, langue framboisée, stomatique. Donc, devant une langue framboisée, il faut penser à 2 choses, la scarlatine et la maladie de Kawasaki. On aura donc cette chéléite-là. Le 4e critère diagnostique de la maladie de Kawasaki, c'est l'atteinte des extrémités des membres. C'est souvent une atteinte quand même retardée. On ne pourra pas avoir ça dès les premiers jours, mais dans l'évolution du patient, on aura une atteinte des extrémités avec un œdème des pieds et des mains et une desquamation tardive. Et puis, on a un exanthème du tronc maculo-papuleux. Il peut être scalatiniforme, comme nous l'avons vu, ou morbilliforme. Et c'est un érythème plus fréquemment scalatiniforme que morbilliforme, avec atteinte des organes génitaux externes, comme on le voit là, donc énanthème. Donc, voilà les critères diagnostiques de la maladie de Kawasaki. C'est une affection grave, dont la gravité réside dans le fait qu'elle a des complications cardiaques graves. Donc, ces critères sont à connaître devant ces patients pensant à une maladie de Kawasaki. Donc, là, nous avons vu les maladies éruptives infantiles bien définies, qui ont vraiment des caractéristiques cliniques bien définies, stéréotypées, qu'il faut connaître. Donc, les premières choses à penser devant un enfant qui fait une fièvre et une éruption cutanée. À côté de ça, il y a d'autres dermatites virales avec des éruptions moins bien définies ou moins bien systématisées. Donc là, nous verrons 2 ou 3 causes de fièvre éruptive de l'enfant. Comme autre cause, on a les dermatites virales. Donc, ce n'est pas seulement le virus de la rougeole ou de la rubéole qui entraîne les dermatites virales. On a d'autres virus qui peuvent entraîner des exanthèmes, notamment les entérovirus, surtout le Coxsackie virus responsable du syndrome pied-main-bouche. Pied-main-bouche, c'est-à-dire on aura une infection, une atteinte vésiculaire ovalaire des mains et des pieds, avec un énanthème vésiculaire également du voie du palais. Donc, devant un enfant qui vient avec, on a l'impression que c'est un impétigo, mais ça ne l'est pas. On examine
les pieds, les paumes. Il n'y a rien sur le corps, mais comme son nom l'indique, on a une atteinte juste de la main, des mains, des pieds et de la bouche. C'est une infection à Coxsackie virus. Ce n'est pas une staphylococcie cutanée, comme on pourrait le croire à cause des lésions autour des orifices, de l'orifice buccal. Ce n'est pas une scabiose, comme on pourrait le croire avec les lésions sur la paume et la plante des pieds. C'est un syndrome pied-main-bouche, infection virale donc, qui ne nécessitera aucun traitement à part un traitement symptomatique. Et c'est un enfant chez qui l'état général est conservé. Les adénovirus également sont responsables de fièvre éruptive avec une éruption maculo-papuleuse morbilliforme ou rhizoïdiforme, prédominant à la partie supérieure du corps, donc sur le visage et le tronc. Et particulièrement chez ces patients, on retrouvera une atteinte respiratoire ou digestive, diarrhée, vomissement, conjonctivite, rhinite, rhinobronchite, rhinopharyngite. On examine le corps, on n'a pas une caractéristique sémiologique d'une des maladies éruptives comme on a vu plus haut. Pensez à un exanthème à adénovirus. Donc, les exanthèmes aux autres virus que les virus spécifiques sont quand même assez également fréquents. Donc, on peut les regrouper sur le thème de dermatite virale. La mononucléose infectieuse, c'est une forme symptomatique de la primo-infection Epstein-Barr virus. Forme symptomatique parce qu'en général, c'est une infection qui passe inaperçue. L'éruption cutanée n'est pas au premier plan. Elle est également, elle est donc une infection virale caractérisée par une fièvre, une angine, donc pouvant simuler une scarlatine, d'où l'intérêt du test de dépistage rapide du streptocoque bêta-hémolytique A si on l'a. C'est une éruption cutanée le plus souvent morbilliforme, diffuse, exacerbée par la prise d'aminopénicilline. Donc, c'est un patient chez qui on peut suspecter une scarlatine. On met un traitement antibiotique à base d'ampicilline et puis on a une exacerbation de l'éruption cutanée pouvant se confondre avec une allergie médicamenteuse. On peut croire que non, voilà, c'est une allergie médicamenteuse, une toxidémie à l'amoxicilline, à une pénicilline M. On écrit dans le carnet allergie à l'amoxicilline, pourtant il n'en est rien. Donc, c'est le principal diagnostic différentiel quand même de la scarlatine. Donc, voilà les causes de fièvre éruptive virale. À côté, on a les autres causes que scarlatiniformes de la fièvre éruptive, dans les autres causes bactériennes, notamment, comme j'ai dit, les syndromes scarlatiniformes, staphylococcus, streptococcus, dont les particularités seront une éruption cutanée scarlatiniforme avec absence d'angine et de lampe framboisée, faisant le diagnostic différentiel avec la scarlatine. Et ici, on va retrouver une porte d'entrée ORL ou cutanée. Et c'est une éruption qui évolue vers une desquamation rapide en 1 ou 2 jours. Et puis, à côté, on a le purpura infectieux méningococcique, qui est une urgence thérapeutique qui est caractérisée par un purpura, des macules purpuriques extensives. Là, c'est une urgence thérapeutique. On doit éliminer des signes méningés et mettre rapidement les patients sous antibiotiques. Donc, c'est la principale, la plus grave urgence thérapeutique survenant dans le cadre des fièvres éruptives. Là, ce sera un purpura à la différence des autres fièvres que l'on a vues là, des autres maladies qu'on a vues qui seront caractérisées beaucoup plus par des macules et des papules, papules ou vésicules. À côté des étiologies infectieuses, virales ou bactériennes, les toxidémies médicamenteuses peuvent également donner des fièvres éruptives. Les éléments diagnostiques clés seront donc des éruptions soit morbilliformes ou scarlatiniformes, avec absence d'autres signes évoluant vers une origine infectieuse. Et à l'enquête anamnestique, on nous dira le patient a pris tel antibiotique, tel antibiotique. Il faut vraiment fouiller parce que, par exemple, souvent, les médicaments contre la toux, par exemple, peuvent donner des toxidémies. Donc, vraiment fouiller si la personne a vraiment pris un médicament. Les formes graves sont dans les épidermolyses bulleuses avec décollement de la peau. Donc, voilà, en gros, les étiologies de fièvre éruptive sont vraiment, vraiment vastes. Mais si on réussit à bien faire une analyse sémiologique des lésions cutanées et une anamnèse, on pourra
s'en sortir avec un ou deux diagnostics probables. Et on pourra donc mener à bien un traitement diapo, dont le but sera de soulager le patient, limiter la contagion, prévenir les complications. Et première étape, c'est de rechercher les signes de gravité. Comme on a dit, un malade qui vient avec fièvre et purpura, c'est une urgence thérapeutique absolue. Et dans ce cas, il faut l'hospitaliser. Donc, l'hospitalisation est nécessaire soit en cas de complications d'une infection supposée virale, des complications que nous avons vues plus haut en fonction de chaque cause de fièvre éruptive, ou alors hospitaliser le patient devant une éruption de type toxinique dans le cadre d'un sepsis grave. Si on traite le patient en ambulatoire, s'il n'a pas de signe de gravité ou d'urgence clinique visible, le traitement des fièvres éruptives dépend de l'étiologie. En cas d'étiologie virale, le traitement sera essentiellement symptomatique. Traitement d'appoint, mesures d'hygiène, mains propres, ongles coupés, caméras brossées, surtout dans les infections prurigineuses. Surtout dans les infections prurigineuses, pour éviter la surinfection. Mesures physiques en cas de fièvre, en cas d'énanthème conjonctival, des infections oculaires, un catarrhe nasal, des infections rhinopharyngées. Ne pas arrêter d'alimenter l'enfant, continuer l'alimentation. Traitement symptomatique uniquement. Donc, s'il y a un prurite, on met un antihistaminique. S'il y a une fièvre, on met un antipyrétique. Antipyrétique, paracétamol uniquement. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine sont contre-indiqués dans les infections, les fièvres éruptives d'étiologie virale, du fait de leur rapport, du fait qu'elle entraîne ce qu'on appelle les encéphalopathies, syndrome de Rey chez l'enfant. Donc, devant une éruption cutanée et une fièvre, si la maman a commencé à donner de l'ibuprofène ou de l'aspirine, il faut arrêter et donner uniquement du paracétamol et associer aux mesures physiques. Diapo. En cas d'étiologie bactérienne, on associe au traitement symptomatique une antibiothérapie active sur la bactérie suspectée. Dans le cadre de la scarlatine, ce sera une pénicilline M, notamment l'amoxicilline qui est souvent utilisée en première intention. Et dans le cadre d'un exanthème, il y a une infection staphylococcique, par exemple, ce sera un anti-staphylococcique majeur. Les traitements antibiotiques n'est utilisé dans les fièvres éruptives d'étiologie virale que quand on suspecte une surinfection. Parce que, par exemple, dans la varicelle, à cause des lésions cutanées qui sont des vésicules qui se perdent, se sont mis en nu, et le prurite, on peut avoir, la principale complication, c'est la surinfection. Et là, on est obligé, donc, à un moment, d'ajouter un antibiotique. Le traitement préventif des fièvres éruptives consiste en une éviction scolaire. Quand donc les périodes de contagiosité de chaque fièvre éruptive n'ont pas été mises dans le cours pour rien, il faut vraiment les connaître pour savoir quand est-ce que le patient est contagieux, quand est-ce qu'il n'est pas contagieux, parce que c'est une question que le parent posera toujours. Donc, le traitement préventif des fièvres éruptives réside essentiellement, comme on l'a dit, dans l'éviction scolaire, l'isolement. Donc, il est important de connaître les périodes de contagiosité de chacune des affections, également dans la vaccination et dans le respect des mesures d'hygiène. Donc, pour conclure, le diagnostic des fièvres éruptives est clinique et repose essentiellement sur un interrogatoire rigoureux et un examen clinique minutieux. La connaissance de la sémiologie dermatologique est essentielle pour aboutir à un diagnostic et les infections virales sont au premier plan. Le traitement, comme vous l'avez constaté, va dépendre de l'étiologie. Nous vous remercions pour votre attention. Il y a déjà des questions dans la discussion. Oui, je suis sur mon téléphone, donc je ne sais pas si je peux voir la discussion. Bon, je vais vous lire les questions. Il n'y a pas de souci. Peut-être poser les questions. Je ne vois pas les questions. OK. Il y a Osman Gay qui a demandé est-ce qu'il est possible de faire les illustrations chez les sujets noirs, car ce sera très difficile chez certains sujets de bien identifier les lésions.
Oui, mais sauf que là, je n'ai pas retrouvé dans mes documents et c'est assez rare sur Internet. Donc, je disais sur les peaux noires, dans la documentation et dans les livres ou sur Internet, c'est assez difficile d'avoir des illustrations. Mais celles qu'on a pu avoir pour mettre dans le cours, ce sont des illustrations faites sur des photos des patients suivis dans nos hôpitaux ici. Donc, c'est ça la difficulté, en fait. Ok, docteur Osman Gay, êtes-vous satisfait? Est-ce que vous avez entendu la réponse? Nous passons à MB Marius qui demande, avez-vous des images de lésions élémentaires comme dans le cas de la maladie de Kawasaki chez un enfant noir? Oui, donc je disais, les deux ou trois cas de maladie de Kawasaki que j'ai personnellement vus, je n'ai plus les photos. Mais quand j'ai cherché sur le net pour pouvoir illustrer pour le coup, je n'ai pas facilement retrouvé les images sur les peaux noires. Donc, qui étaient vraiment explicites comme celles que j'ai mises dans le cours. Peut-être je vais faire plus de recherches, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé là. Oui, ok. Nous passons à la question de Zamzam Oumar qui demande pourquoi les AINS sont contre-indiqués dans le cas des infections d'origine virale. Et les anti-inflammatoires sont contre-indiqués parce qu'elles entraînent ce qu'on appelle le syndrome de Rey en cas d'infection virale. En cas d'infection virale anti-inflammatoire, on aura une réaction immunologique croisée qui va donc entraîner une encéphalopathie avec une insuffisance hépatocellulaire sévère. Donc, c'est pourquoi c'est une contre-indication. Les infections virales, surtout la varicelle, les anti-inflammatoires sont contre-indiqués parce qu'elles risquent d'entraîner ce qu'on appelle le syndrome de Rey, une encéphalopathie. Ok, il y a Technospa qui a demandé la physiopathologie du syndrome de Rey post-AINS. C'est lié à ça rentre dans le cadre des maladies métaboliques, en fait. Donc, ça entraîne une anomalie, une perturbation du métabolisme mitochondrial cellulaire, particulièrement au niveau du foie et au niveau cérébral. Donc, ce n'est pas très explicite, mais ça rentre dans le cadre des maladies métaboliques avec perturbation de la fonction cellulaire du foie particulièrement et du cerveau. Ça perturbe surtout le métabolisme des acides gras. Donc, les manifestations seront un peu similaires aux maladies du métabolisme, en fait. Ce n'est pas bien précisé dans la littérature. Nous avons Okay. Dr MB Marius qui est revenu en levant le doigt. Vous pouvez prendre la parole. Okay. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, j'ai une question là, bon, plus que deux questions. La première concerne la mononucléose. Vous avez dit que la mononucléose, en cas d'administration de l'aminopénicilline, que les éruptions cutanées vont s'exacerber, c'est ça. Et je me demande maintenant, en fait, en cas de l'allergie aux aminopénicillines, qu'est-ce qui va nous permettre de faire la différence entre la mononucléose et l'allergie à l'aminopénicilline? Donc, ça, c'est la première question. En ce qui concerne la seconde question, je viens concernant la prise en charge des pathologies éruptives de cause virale. Alors, qu'en dites-vous de la corticothérapie, généralement les gels qu'on utilise, les gels qu'on utilise, qui est conçu à base de corticoïdes? Est-ce que c'est conseillé d'utiliser ou pas? Merci. Je n'entends plus. J'ai suivi la question sur la mononucléose, mais après, je n'entends plus. La seconde question concerne la corticothérapie en cas d'infection, en cas d'éruption cutanée virale, en fait. Alors, la corticothérapie, généralement, c'est les gels qu'on fait à base des corticoïdes. Est-ce que c'est conseillé d'appliquer ça également en cas
des éruptions cutanées d'origine virale. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça fait 2 questions. OK. Donc, pour la mononucléose, c'est mononucléose et aminopénicilline. C'est ça la question. Comment faire la différence entre une allergie et une mononucléose? Oui, c'est bon. OK. Donc, c'est juste l'anamnèse, en fait, qui va nous aider. Si on a de la chance que si c'est un patient qui a déjà pris, souvent l'amoxicilline, c'est quand même un antibiotique assez courant. Même en automédication, les parents achètent à la pharmacie et donnent à leur enfant. Donc, demandez si c'est la première fois, si ce n'est pas la première fois qu'il prend l'amoxicilline et qu'on a cette éruption cutanée-là avec fièvre qui s'est aggravée après l'antibiotique, ça fait moins allergie médicamenteuse. Maintenant, si c'est la première fois qu'il prend de l'amoxicilline et qu'il développe cette éruption cutanée, le diagnostic différentiel est en effet est compliqué. Le diagnostic différentiel est vraiment compliqué. Peut-être qu'on va sursoir d'abord les aminopénicillines et peut-être réintroduire, si ça fait encore cette allergie cutanée, cette allergie cutanée médicamenteuse, on va conclure à une toxidémie. Mais si le patient prend de l'amoxicilline pour une autre raison après ou pas, ce ne sera pas une allergie. Donc, c'est le principal diagnostic différentiel en fait de la mononucléose infectieuse, la toxidémie. À l'enquête, souvent, ce sont les patients qui ont déjà eu plusieurs fois à prendre l'amoxicilline, ce qui élimine le diagnostic d'allergie médicamenteuse. Ensuite, pour la corticothérapie dans les éruptions cutanées d'étiologie virale, je ne sais pas quel serait l'intérêt. Dans l'étiologie virale, le diagnostic, le traitement est symptomatique. Donc, quels sont les symptômes, par exemple, qui peuvent vous pousser à avoir recours à une corticothérapie? Quel sera le but de la corticothérapie? Je n'en vois pas. Bon. Ok, très souvent, comme c'est une éruption cutanée dans les débuts, les gens confondent très souvent avec les allergies. C'est vrai que dans le cas des allergies, il faut penser également aux antihistaminiques, des choses comme ça, mais des fois, on est obligé d'utiliser les corticoïdes. Alors là, je me demande, dans le cas où on utilise, quelle sera la conséquence. Allô? Oui. Allô? Je dis ceci. Oui. Oui, je dis, généralement, les éruptions cutanées sont rencontrées également dans les cas des allergies. Alors, ce qui fait que des fois, dans les débuts de ces pathologies, généralement d'origine virale, on est obligé d'instaurer une corticothérapie, d'autant plus que c'est beaucoup plus les antihistaminiques qui sont indiqués, mais des fois, on instaure En fait, il n'y a pas d'aide. Alors, dans le cas où on instaure ça, je ne sais pas quelle sera la conséquence. Non, il n'y a pas d'indication à la corticothérapie dans les fièvres éruptives. Vraiment, je ne vois pas d'indication. Quand on a étiqueté l'origine de la fièvre éruptive, si c'est une rougeole, quelle sera l'indication de la corticothérapie? Ce ne sont pas des infections immunologiques. Peut-être la corticothérapie sera indiquée dans les maladies inflammatoires, comme le lupus érythémateux disséminé, qui va causer également une fièvre éruptive, une éruption cutanée dans... Mais si c'est pour les maladies éruptives, les corticoïdes ne sont pas indiqués. Et même si c'est une allergie, donc peut-être un urticaire ou une toxidémie, c'est beaucoup plus les antihistaminiques qui sont au premier plan. Donc, les corticoïdes ne sont pas au premier plan des maladies éruptives dans le traitement symptomatique. Les corticoïdes ne sont pas dans le traitement symptomatique des maladies éruptives. Ils sont utilisés dans le traitement étiologique. Donc, quand on suspecte une maladie de système et peut-être même dans la maladie de Kawasaki, ce n'est pas les corticoïdes qu'on utilise, c'est de l'aspirine à forte dose. Dans la maladie de Kawasaki, qui est une maladie inflammatoire, ce n'est pas les corticoïdes. Donc, les corticoïdes n'ont pas trop d'indications. Ce n'est pas une bonne pratique, l'utilisation des corticoïdes, surtout que les corticoïdes ont des effets secondaires et corticoïdes
ont des effets secondaires dont il faut faire attention. Donc, non, ce n'est pas dans le traitement symptomatologique des fièvres éruptives. Le traitement symptomatique, c'est le traitement des symptômes. Si on a un prurite, si c'est pour le prurite qu'on veut mettre des corticoïdes, les antihistaminiques sont plus adaptés. Nous passons à présent à la question de iPhone qui demande les signes cliniques de la mononucléose infectieuse. La mononucléose infectieuse associe la fièvre, une angine et des adénopathies avec splénomégalie. Éruption cutanée morbilliforme. C'est une éruption cutanée morbilliforme. C'est des signes cliniques pas très spécifiques en fait. C'est pour ça que j'ai classé ça dans les autres dermatites virales parce que c'est des signes cliniques pas très spécifiques. On aura une fièvre, une angine, une splénomégalie et des adénopathies. Mais souvent, c'est des patients, même l'angine même est souvent au premier plan dans la mononucléose infectieuse, ce qui peut faire un diagnostic différentiel avec la scarlatine. Sauf que dans la scarlatine, on aura un énanthème associé, donc une langue framboisée associée. Donc, la mononucléose, c'est fièvre, angine, adénopathie, splénomégalie. Ça, on peut résumer les signes les plus fréquemment retrouvés, en plus de l'éruption cutanée morbilliforme. Et souvent, dans l'histoire, c'est un patient souvent qui relate cette fièvre parce que l'éruption cutanée survient beaucoup plus après la prise d'aminopénicilline. La mononucléose infectieuse, en général, passe inaperçue. Ce n'est pas une infection, c'est pas la primo-infection Epstein-Barr virus est une infection qui passe souvent inaperçue. Donc, quand elle devient symptomatique, quand on fait l'enquête anamnestique, on se rend compte qu'il y a une prise d'amoxicilline pour X ou Y raison. Peut-être on suspecte une scarlatine, on a mis de l'amoxicilline et on a eu donc l'exacerbation de l'éruption cutanée. Parce qu'au premier plan, c'est souvent fièvre et angine. L'éruption cutanée souvent survient après la prise d'aminopénicilline, de péni-M. OK. Ensuite, il y a Dr Adama qui demande, parmi ces fièvres éruptives, lesquelles sont sous surveillance en raison de leur potentialité épidémique, qui devrait nécessiter une déclaration de la part du personnel soignant, si cela pouvait ressortir dans le tableau comparatif des fièvres éruptives. Allô? Oui, allô, docteur. Oui, la question après la mononucléose a été coupée. OK, c'est Dr Adama qui a demandé, parmi les fièvres éruptives, lesquelles sont sous surveillance en raison de leur potentialité épidémique, qui devrait nécessiter une déclaration de la part du personnel soignant, si cela pouvait ressortir dans le tableau comparatif des fièvres éruptives. D'accord, on va ajouter. Mais déjà, la rougeole et la rubéole sont, enfin, au Cameroun, en fait, au Cameroun, sont les maladies qui sont sous surveillance épidémiologique. La varicelle également. Donc, je ne sais pas si ça dépend des pays, mais au Cameroun, c'est ce qu'il en est. On va essayer d'ajouter ça dans le cours. Merci. OK. Docteur, bon, iPhone de Toshiba demande le traitement de la varicelle. Alors, la varicelle, c'est une infection virale. Donc, pour connaître en fait les traitements de chaque pathologie, il faut se poser la question, c'est dû à quoi? Dans les infections virales, le traitement est symptomatique, sauf s'il y a des complications. Donc, varicelle, infection virale liée due au virus de la varicelle et du zona. Donc, traitement symptomatique. Est-ce que ça démange antihistaminique? Est-ce qu'il y a de la fièvre antipyrétique, donc paracétamol, parce que AINS contre-indiqué? Est-ce que j'ai des lésions de grattage? Parce qu'on se gratte tellement qu'on craint que ça ne se surinfecte. On peut faire des bains aux antiseptiques, bien que ce soit un peu controversé par les dermatologues. Il y a ceux qui pensent qu'un bain au savon normal suffirait pour prévenir la surinfection. D'autres qui pensent qu'il faut quand même prescrire une solution antiseptique, des bains antiseptiques pour prévenir la surinfection. Car c'est un traitement symptomatique. Maintenant, quand le patient se gratte vraiment et on a des lésions, on a vu la lésion élémentaire et dans le cadre du suivi, on se rend compte, on pense qu'il y a une surinfection bactérienne, on prescrit un antibiotique sensible aux streptocoques et aux staphylocoques, qui sont les deux GME qui surinfectent le plus
les lésions de la varicelle. Donc, amoxicilline, acide clavulanique fait très bien l'affaire. Donc, mes traitements symptomatiques, varicelle, virus, donc traitement symptomatique, on gère les symptômes du patient. OK. Ensuite, Technospark demande pourquoi rechercher une arthrite dans les fièvres éruptives. Justement, parce qu'il y a des... C'est vrai que je n'ai pas développé, sinon le cours allait être très long, parce que vous avez dit que les étiologies des fièvres éruptives c'est vaste. Donc, je n'ai pas développé les maladies de système, mais dans le cadre des maladies de système, comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux disséminé, la maladie de style, ce sont les maladies de système, maladies inflammatoires chroniques. Donc, dans l'anamnèse, on va retrouver des arthralgies chez ces patients, en plus de la fièvre, des fièvres prolongées, de l'éruption cutanée, et puis même dans le cadre même du rhumatisme articulaire aigu, ou d'une endocardite, il y a des érythèmes dans les définitions diagnostiques de rhumatisme articulaire aigu. Et dans le rhumatisme articulaire aigu, qu'est-ce qu'on a? On a l'arthralgie au premier plan. Donc, en cas d'arthralgie, il faut beaucoup plus penser aux maladies inflammatoires, notamment le rhumatisme articulaire aigu, maladie de système. Donc, c'est pour ça qu'il faut rechercher les arthralgies et les arthrites dans le cadre des fièvres éruptives. Quand on a une arthrite, ça fait moins penser aux maladies éruptives fréquentes de l'enfant. Ça fait penser à quelque chose de plus sérieux, quelque chose d'inflammatoire. Donc, voilà. OK, la dernière question écrite nous vient de Jude Azael qui dit « Qu'en est-il de la varicelle chez l'adulte? » La varicelle chez l'adulte, un adulte peut faire la varicelle s'il n'a pas fait la varicelle dans l'enfance. La varicelle, c'est la primo-infection au virus de la varicelle et du zona. Donc, si on n'a pas été en contact ou si on n'a pas fait la varicelle dans l'enfance, on fera la varicelle dans l'adulte. Et le gros risque de la varicelle de l'adulte, c'est chez la femme, notamment la femme enceinte, qui, si elle fait la varicelle au premier trimestre de la grossesse ou au dernier trimestre, dans les jours précédents l'accouchement, peut transmettre le virus à son nouveau-né et le nouveau-né fait une varicelle néonatale. Donc, la varicelle, c'est une infection très tératogène et exposant le nouveau-né. Donc, la varicelle chez l'adulte, oui, ça arrive. Si on n'a pas fait la varicelle chez l'enfant, dans l'enfance, on peut faire la varicelle dans l'adulte, à l'âge adulte. Peut-être les formes sont plus sévères, je ne sais pas. Je ne me suis pas beaucoup documentée dessus parce que j'étais dans le cadre des fièvres éruptives de l'enfant. Mais la varicelle, on peut faire la varicelle à tout âge, tant qu'on ne l'a pas fait. Voilà. OK, nous en avons terminé avec les questions écrites. Est-ce que quelqu'un a encore une question orale à poser? Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et prendre la parole. Bon, docteur Ngama, je pense que la séance est terminée. D'accord. Ça a été très compliqué à la fin. Heureusement que c'est à la fin que ça a fait que la connexion a changé. Exactement. Oui. Donc, OK, nous allons remercier donc tous les participants qui nous ont écoutés. Merci pour votre patience. Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Et nous vous disons rendez-vous demain pour un nouveau cours de pédiatrie qui va porter sur les calculs en pédiatrie. On va apprendre à calculer les doses des aliments, les doses des liquides. Et dimanche, on aura également un cours de chirurgie qui va porter sur les attitudes pratiques devant une hématurie. Nous vous remercions encore une fois pour votre confiance et nous vous souhaitons une agréable soirée. Et avant de partir, je souhaite préciser que le cours de ce soir sera disponible sur WhatsApp après que nous ayons édité. Donc, il y aura une phase d'édition d'abord et puis on va vous le poster sur nos plateformes WhatsApp. Donc, agréable soirée à tout le monde et à demain. Bonne soirée.